Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Donc, est-ce que déjà, avant de commencer, il y a les personnes parmi vous qui travaillent en cybersécurité? A priori, non. Ah, on entend bien. Спасибо. На здоровье. On va pas parler russe, mais on va trouver quand même un certain sens de fatalisme qu'on trouve chez les dirigeants français actuellement. Oui, donc il y a quelqu'un qui travaille en cybersécurité. Ok, très bien. Donc nous sommes dans la communauté et puis on n'a pas la visibilité sur vos postes réellement. Mais toujours est-il, les deux ce webinaire, elles viennent du fait que mon associé Herbert Almansi, que vous voyez dans une salle de réunion, donc campus cyber, et Bonjour. moi-même qui travaillais chez moi, nous avons créé l'entreprise Opéra Cyber en 2021. Et à partir de la création, nous avons en fait, nous avons choisi comme mission, on peut dire comme ça, on s'est donné comme mission aller prêcher le bon parole dans les clubs d'entreprise, dans les endroits divers et variés, pour expliquer à quel point la cybersécurité est un sujet important, que anticiper c'est mieux que guérir, qu'il est plus même plus bon marché, moins cher, de porter les actions en amont que finalement corriger le tir une fois que l'attaque est advenue. Et malgré tout ça, malgré toute cette expérience avec la BPI, avec la Chambre de commerce et industrie, etc., donc nous sommes toujours, nous étions un peu surpris par moment. Vous voir les dirigeants des entreprises, et certes, comprendre les enjeux de cybersécurité, mais souvent ne pas passer à l'action, voire ne pas souhaiter passer à l'action. Et donc, en plaisantant, on s'est dit, bah, peut-être c'est la population qui est très fataliste, elles ont tellement de risques à gérer, comme n'importe quel chef d'entreprise, surtout d'une taille modeste. Il faut être un chef d'orchestre, il faut piloter les factures d'électricité, le turnover, le développement de business, bien sûr, les trésoreries, et j'en passe. Donc, c'est compliqué et finalement, nous, on rajoute encore un sujet en plus qui est la cybersécurité. Et donc, finalement, on se dit, c'est peut-être la population qui aime à jouer à la roulette russe, au moins qu'il gère la cybersécurité comme si il jouait à la roulette russe, à la roulette russe. Et on se dit, voilà, cet état d'esprit de fatalisme, à quel point il est présent et est-ce que finalement il est censé d'y être? Est-ce que ce risque-là peut être acceptable? Et donc, on s'est dit, on va faire un petit webinaire, une conférence un petit peu provocante et qui va utiliser d'autres, peut-être, vecteurs de communication et d'autres stimuli. Donc, finalement, on va vous présenter dans le premier lieu notre vue en tant qu'expert sur la menace que l'espace cyber présente aujourd'hui pour les activités des entreprises. Ensuite, nous allons vous parler de ce qui nous semble analogie en fait entre ce qui est la roulette russe et la cybersécurité, pour évidemment arriver à la conclusion avec quelques propositions d'action au passage. Si le plan vous va, bah, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Donc, cybersécurité, il n'y a pas d'une journée, il n'y a pas que l'actualité, et il ne rappelle pas à quel point aujourd'hui la transformation digitale nous a exposés à un nouveau risque qui est le risque de cybercriminalité. Effectivement, il y a encore 20 ans, les entreprises travaillaient, comme on peut dire maintenant, à l'ancien. Donc, les productions tournaient, les expertises comptables, les cabinets d'expertise comptable travaillaient, le marketing opérait les documents et les données de leurs clients. Et finalement, tout était sur le papier. Les mails et ces échanges ont commencé à rentrer dans notre quotidien de façon assez prudente, on va dire frileuse. Mais avec la Covid, l'accélération d'usage et cette transformation digitale, il a pris une vraie impulsion. Et désormais, il y a
pratiquement plus d'entreprises qui continuent de travailler à l'ancienne. Et surtout que aussi les méthodes changeant ou les organismes qui imposent le changement de méthode, j'ai en tête la facture électronique, finalement, ils permettent même plus au plombier du coin à continuer à établir la facture sur le papier et vouloir encore travailler à l'ancien. Est-ce que c'est bien ou mal? Ce n'est pas l'analyse duale qu'on livre ici, mais en tout cas, c'est un constat. Et finalement, ça a ouvert le terrain de jeu pour plusieurs acteurs qu'on appelle par un mot global cybercriminels ou cyberpirates. Et ces acteurs-là, ils sont très à l'aise dans cet cyberespace qui propose ce terrain de jeu nouveau. Et donc, ils s'amusent beaucoup parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent en faisant leur activité malveillante sans forcément être rattrapés par la police ni par la justice. Donc ici, on vous donne quelques exemples que les sociétés de taille différente, les sociétés publiques, les sociétés privées peuvent être attaquées régulièrement. Ce sont les sociétés qui peuvent avoir finalement voir les fuites de données et les fuites de données massives comme c'était l'exemple de France Travail, ou c'est les sociétés qui ont peut-être les problèmes de production parce que un ransomware a fait qu'ils ne peuvent plus, excusez-moi, je vais me déplacer, donc la production est arrêtée, ou encore ça peut être les effets de risques sociaux et psychosociaux parce qu'il ne faut pas négliger la peur suite à une attaque advenue des employés à continuer à travailler sur les outils. Donc ça développe une espèce de phobie en termes d'usage des outils numériques. Donc tout ça, ça nous amène à dire que la cybercriminalité, il est présente. Oui, Hervé. Oui, non, c'est ça, Me c'est vois toujours effectivement ce bien, que oui, c'est oui, on OK? te voit très bien et donc effectivement, c'était de dire OK. que là, ben, Donc, depuis quelques années, effectivement, ben, on voit, hein, notamment comme tu l'as très bien dit, depuis le covid, en fait, hein, on voit une explosion, de la menace et notamment, des actes de cybercriminalité. Étant donné que la plupart des entreprises qui ont dû ben, se transformer en fait, hein, comme tu l'as dit, au fait d'utiliser de plus en plus du numérique, n'étaient pas forcément prêtes et donc se sont retrouvées ben, à devoir faire avec sans avoir réfléchi ou mis en place ce qu'il fallait dès le début. ou même, il faut avoir les moyens, n'est-ce pas? Parce que sans moyens, on ne peut pas le faire. Mais là, Tout pour à fait. l'instant, c'est un tableau qu'on voit régulièrement, nous, en tant qu'experts de l'intérieur, on va dire. Le slide suivant, il nous montre à quel point le marché devient lucratif. En fait, en France, le marché de cybersécurité devrait atteindre 7 milliards d'euros d'ici 2029. D'autres chiffres, elles montrent des pourcentages des attaques, augmentation des attaques, etc. On appelle ça commerce de la peur. Et finalement, par-dessus de tout, le slide suivant, s'il te plaît, c'est le fait que les attaquants, ils sont très malins, ils s'organisent mieux que nous, ils s'organisent en grosses entreprises, en holding, ayant leur équipe pour faire les recherches et développement, ayant leur équipe pour faire marketing, commercialisation, récupération de l'argent et ainsi de suite. Donc depuis quelques années, et effectivement depuis 2023, on parle de massification des attaques. On dit que la cyberattaque n'est pas une personne et que finalement, on appelle à défenseurs à changer d'échelle face à cette criminalité qui est devenue industrielle. Donc finalement, parler de crime organisé n'est pas un bon terme, il s'agit de crimes industrialisés. La citation de Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, l'Agence nationale de cybersécurité, et système de sécurité des systèmes d'information, lors de son discours au FIC à Lille en 2023. Donc finalement, nous, fort de cette observation, on se dit, mais est-ce que finalement c'est notre point de vue et les dirigeants qui assez frileux et qui disent qu'il faut investir, on n'est pas forcément concerné, est-ce qu'ils finalement laissent au hasard de décider qu'est-ce qu'il faut faire avec la cybersécurité? Et donc, effectivement, selon notre conception, notre perception, pardon, la cybersécurité n'est pas jouer à la roulette russe. Mais trop souvent,
Et la liste, on peut continuer jusqu'à encore 19 heures ce soir si ça vous tente. On voit les commentaires ou les phrases, on capte les phrases comme vous voyez ici. Ça ne nous est jamais arrivé, on verra quand ça tombera. J'ai un firewall, j'ai un antivirus, ou j'ai un infogéreur, ou j'ai les données dans le cloud, etc. Ce risque ne me concerne pas. Ou encore plus souvent, ma société elle est de petite taille, qui va s'intéresser à moi? Je n'ai pas de données ni sensibles, ni intéressantes dans les yeux de cyberattaquants, de cybercriminels. Donc, la cybersécurité, ce n'est pas partout. Finalement, face aux cybermenaces, vos entreprises ou votre entreprise est-elle réellement protégée et compte-t-elle simplement sur la chance pour éviter le pire? Donc, c'est la question qu'on se pose et c'est la question qu'on répondra pas sans que le marché il nous donne les validations. Et pour l'instant, nous pensons que le hasard, il joue encore pas mal dans cette affaire-là. Et pourtant, s'il te plaît, la slide Mmh. suivante, on s'est amusé en cherchant ces analogies entre la cybersécurité et la roulette russe. Et nous avons trouvé ces parallèles assez puissants. Donc, et on expose à vous ici quelques trouvailles qu'on estime assez chouettes pour observer et pour tenir quelques conclusions. Donc, dans les deux cas, finalement, le risque, il est caché et mortel. Mortel, on a mis ici entre guillemets parce qu'effectivement, c'est pas à 100% que la mort elle est au bout de jeu, mais néanmoins, c'est quelque chose qui est probablement très élevé, dont la probabilité est très élevée. Donc, roulette russe, un seul projectile, mais personne ne sait quand il sortira. Cybersécurité, une seule faille, parfois invisible, parfois réellement très invisible, et il peut suffire à causer une catastrophe. Dans les deux cas, il y a une tension permanente. Et il est vrai que quand on joue à la roulette russe, et j'espère que personne d'ici présent n'a pas joué pour le vrai, mais il y a quelques jeux de société qui permettent de le faire, il y a l'adrénaline, il y a la tension, et cette tension, il fait qu'on on rentre dans nos forts antérieurs et donc, on peut survivre plusieurs fois, mais il suffit d'un coup mal placé pour que tout fasse basculer. Un système mal protégé, toujours en parallèle avec la cybersécurité, a une mise à jour oubliée, peut-être une erreur humaine, un mot de passe faible, et l'attaque survient. Mmh. Deuxième point ici, c'est l'illusion de contrôle. Quand on joue à la roulette russe, on croit parfois d'avoir les mains en jeu. On pense que le hasard domine et que finalement on est protégé par le destin. C'est pas faux non plus quand on parle de la cybersécurité, parce que certains croient qu'un antivirus, un pare-feu suffit, et que certains croient que si on a déjà une infogérance qui pilote notre ordinateur, notre système IT, c'est déjà suffisant pour parler des risques en cybersécurité qu'on n'encourt pas vraisemblablement faussement simplement. Mais le niveau de menace réelle, il est beaucoup plus complexe et c'est une des véritables raisons pourquoi les chefs d'entreprise ne passent pas à l'action. Parce qu'effectivement, la cybersécurité est un domaine très complexe. Maintenant, si on parle d'analogie, donc ignorer ou sous-estimer le risque cyber, c'est comme jouer à la roulette russe en pensant que la balle, en fait, le barillet est vide. Le balle ne va pas sortir ou l'arme, il va coincer la balle. Mais la cybersécurité numérique exige une vigilance constante et il ne doit pas compter sur la chance. Le troisième item ici, c'est le coût de jeu est disproportionné. Et c'est important cet élément-là parce que il est vrai qu'il y a l'adrénaline avec la roulette russe, une prise de risque extrême pour un jeu, donc pour se sentir peut-être un super homme. Mais en réalité, est-ce que le jeu vaut la chandelle? Point d'interrogation. En cybersécurité, certaines entreprises prennent des risques inconsidérés en négligeant la sécurité pour gagner le temps ou de l'argent. Parfois, même sans se poser la question combien de temps il faut pour lancer déjà les premières actions ou combien d'argent il faut investir. Donc finalement, chaque clic sur le lien suspect, chaque mot de passe faible, chaque fichier non chiffré est un tour de barrière.
nous, on pense qu'il ne faut pas vous laisser jouer. Je te laisse la main, Hervé. Ben, effectivement, parce que nous, de notre expérience, ce qu'on peut dire, c'est que, ben, la cybersécurité, ce n'est pas jouer à la roulette russe. Ben, tout simplement, comme l'a un peu expliqué Tatiana tout à l'heure, hein, on voit que la menace, elle est permanente. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les attaques, elles ne vont pas viser simplement les grandes entreprises. D'ailleurs, on pourrait même se dire que ce serait limite plus difficile d'attaquer une grande entreprise, puisqu'en fait, elle a potentiellement déjà des outils pour se protéger. Donc, en fait, les attaques, elles vont viser plutôt les petites entreprises, les PME, les collectivités, les associations. Et en fait, tout le monde, d'une certaine manière, va être touché. Mais le problème, c'est que la grande entreprise, comme je disais tout à l'heure, ben elle peut déjà avoir mis en place des choses. Quand une petite structure, elle, ben en fait, elle n'a pas forcément le temps. Elle n'a pas forcément l'argent. Ou alors, elle n'y a pas pensé, elle ne l'a pas mis en place. Donc, elle se retrouve ben, clairement sous la menace. Donc, en fait, la question ici, c'est pas de savoir si l'entreprise va être attaquée, mais plutôt quand elle va être attaquée. Et le problème, en fait, c'est de se dire, ben, si c'est le quand qui m'importe, autant que je sois préparé pour que le jour où l'attaque advient, eh ben, en fait, je sois prêt. L'autre point qui prouve que cette menace elle est permanente, c'est que les cybercriminels, en fait, maintenant, enfin, ils avancent aussi, hein, dans le sens où ils automatisent maintenant leurs attaques. On est en fait donc voilà, sur des systèmes où on va automatiser l'attaque, on va même plus avoir besoin d'être derrière l'écran pour pouvoir lancer ses commandes. Voilà, ça se fait automatiquement maintenant. Et en gros, ben, en face, il suffit que vous ayez ben, oublié de patcher une faille, vous ayez un utilisateur qui ben, soit moins sensibilisé ou soit dans un état mental qui fait qu'à un moment donné, ben, il aura un peu moins conscience de ce qu'il fait ou alors qu'il se dira ben là c'est pas grave, je peux cliquer et là, boum, la balle est partie. Et derrière, en fait, les conséquences, elles sont réelles et en plus, elles peuvent être très graves. Une conséquence tout de suite palpable comme ça, c'est de se dire ben, qu'en fait, on pourrait avoir une interruption d'activité. Typiquement, vous avez un ransomware qui rentre sur votre SI, votre système d'information, ben, vous avez les machines qui sont chiffrées, vous ne pouvez plus travailler. Vous pouvez perdre des données. Et la perte de données peut être liée alors au fait d'avoir un ransomware ou autre, ou même que ça soit une exfiltration de données, mais derrière, la conséquence, ça peut être une perte de chiffre d'affaires. Vous pouvez aussi avoir une atteinte à votre réputation. Typiquement, vous avez un site institutionnel qui se fait défacer, ça veut dire qu'en gros, une personne malveillante va remplacer le contenu de votre site par des messages de propagande ou autres qui pourraient en fait atteindre à votre réputation. Vous pouvez aussi, bah, si vous avez par exemple des données personnelles qui ont fuité, vous retrouver dans un contexte où ben, la CNIL pourrait vous dire, ben, par rapport au RGPD, au Règlement général de la protection des données, ben, pourrait très bien vous dire, ben, là, en gros, là, vous avez eu une perte de données, vous avez une fuite de données, et donc, du coup, vous pouvez être sous le coup d'une amende. Donc, la conséquence, là, elle est financière et elle peut être bien réelle. Elle peut être aussi réglementaire. Ça veut dire, alors là, on a parlé du RGPD, mais vous avez d'autres règlements. Si vous travaillez dans le domaine de la finance, si vous êtes concerné par NIS 2, par DORA ou d'autres réglementations, eh bien, en fait, vous pouvez avoir des problèmes liés à ces règlements. Donc, Une petite question avant qu'on passe au comment. Est-ce que les attaques, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous travaillez dans des entreprises qui ont déjà subi les cyberattaques? Et est-ce que Rémi, la société que vous avez travaillé ou vous êtes intervenu pour aider après les cyberattaques? Donc, à aucun moment, là, parmi les personnes connectées, il n'y a pas eu dans vos sociétés la perte de production. Il y a quelques semaines, je quelqu'un mm, qui a impacté. OK.
Ça, c'est par la faille, présentée. OK, très bien. Parce que moi, il y a quelques semaines, j'ai donné une conférence aux alumni de HEC et il y a eu donc la directrice commerciale dans la salle, du groupe Baccarat, je crois, qu'elle fait les glaces, en fait, oui, c'est Le baccarat, je cristal, crois. oui, Au c'est le cristal, cristal, c'est oui. ça. Et donc, et ils ont vécu 3 mois à la suite d'une cyberattaque, d'enfer et ils se souviennent encore. Donc par contre, le problème qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai cherché même les exemples et donc souvent les exemples qu'on voit, c'est plutôt les exemples des grosses structures, les exemples des fuites de données et on ne voit pas comment les petites sociétés peuvent aussi subir les attaques ou parfois les pics. C'est peut-être pas forcément les attaques qui arrêtent leur activité. Comme la semaine dernière, un de nos clients, il a subi régulièrement le défacement de leur site, qu'il fallait vérifier derrière, qu'est-ce qui s'amuse et pourquoi ça arrive. Mais en tout cas, c'est le quotidien qui est le nôtre. Et donc, on voit par rapport aux exemples que je travaille dans l'entreprise attaquée en 2023. Donc, Mmh. déjà, parmi les personnes connectées, on voit déjà un pourcentage qui n'est pas négligeable des sociétés qui ont déjà subi les attaques. Donc, mais comment s'y prendre? Vas-y, Hervé, je t'en prie. Alors, effectivement, heu, comment s'y prendre? Alors là, c'est une bonne question. Mais en fait, là, il faut surtout se dire que la cybersécurité, c'est tout sauf une question de chance. C'est pas le fait d'avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête qui va nous empêcher d'être attaqué ou autre. En fait, ici, il faut se dire que la stratégie de cyber, en fait, ça va être quelque chose qui se construit petit à petit. Et en fait, il va même s'agir d'un business qu'il va falloir piloter, un risque business, pardon, qu'il va falloir piloter. En fait, si on réfléchit, on se dit, mais en gros, on va pas rester uniquement sur de la technique, il faut l'élargir même, ce domaine, notamment aux aspects juridiques, aux aspects financiers. Et même l'idée derrière tout ça, lorsqu'on parle de cybersécurité, c'est aussi d'intégrer les collaborateurs, qu'en fait, ils soient eux-mêmes responsables, qu'ils aient conscience qu'il y a un risque. En gros, qu'on soit plutôt dans un cadre de responsabilité collective et pas uniquement la responsabilité de la DSI ou de la personne qui est en charge de l'informatique ou de l'IT au sein de l'entreprise. Alors, un exemple qui nous paraît assez intéressant ici, c'est de faire une analogie avec un ransomware, par exemple. Bah, en fait, si vous jamais, enfin, je ne vous le souhaite pas, mais si jamais vous vous faites attaquer par un ransomware, eh bien, figurez-vous qu'il ne va pas vous demander la permission. Il va rentrer, puisqu'il va exploiter une faille, alors que ce soit humaine ou technique ou autre, mais il va rentrer sur vos systèmes d'information. Et qu'est-ce qu'il va faire? Mais en fait, il va tout chiffrer, à commencer par le poste sur lequel il est et essayer de se déployer sur le réseau. Et du coup, il va bloquer l'activité. Et là, en fait, on pourrait se demander, mais en fait, l'entreprise, est-ce qu'elle a de la chance? Ben non, en fait. Là, c'est pas de chance dont elle aura besoin à ce moment-là. Ce qui va vraiment être important pour elle, c'est déjà d'être capable de détecter rapidement qu'il y a eu ce ransomware qui est rentré, que ce soit par une clé USB, par un mail ou autre. Il va falloir que l'entreprise elle ait aussi un plan de reprise d'activité testé et à jour et qui lui permettent ben, de pouvoir reprendre après l'attaque. Donc typiquement, j'ai vu dans le chat tout à l'heure que quelqu'un disait qu'il y a eu une attaque, mais qu'ils avaient des backups, etc. Oui, c'est très bien. C'est ça l'idée. D'avoir donc des sauvegardes qui soient valides. Alors parce qu'avoir des sauvegardes et qu'elles ne soient pas testées non plus, en gros, j'ai envie de vous dire que ça ne sert à rien. Une sauvegarde corrompue ne sert à rien. Donc en gros, il faut avoir des sauvegardes, mais qui soient testées, valides, et en plus qu'ils ne soient pas non plus accessibles par le ransomware qui rentrerait sur le système d'information de l'entreprise. Typiquement, si vous avez vos sauvegardes sur un réseau à plat sur un serveur dans votre SI, c'est comme si vous n'en aviez pas. Puisque si le ransomware arrive à rentrer, ben, il va essayer de chiffrer toutes les machines disponibles sur le réseau. Donc, vous aurez perdu aussi vos sauvegardes. Donc, il y a aussi des règles à mettre en place, notamment la 3-2-1 pour les sauvegardes. Voilà, c'est un petit exemple. Et il vous faut aussi un pilotage en temps réel pour être en capacité de décider
et d'agir. En gros, ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut déjà avoir réfléchi au cas où une crise adviendrait et être en capacité de mettre en place ce qu'il faudra pour réagir et même agir en temps voulu. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que la question qu'on met en avant, c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, de savoir le si, mais c'est le quand. Et en fait, ce quand, il va impacter, enfin, il va créer des impacts, en gros, que chez vous, vous allez devoir prendre en compte. Mais avant ça, il faut quand même se dire qu'on aura trois facteurs primordiaux à prendre en compte. Et là, on a fait un petit jeu de mots avec le hop pour humain, outils et processus. Le facteur humain, il apparaît très clair qu'effectivement, si les utilisateurs sont sensibilisés, il pourrait déjà être la première, on va dire, la première zone de défense, entre guillemets, de l'entreprise. Un collaborateur qui a conscience du risque, qui sait que le risque existe, et ben, typiquement, s'il trouve une clé USB dans la rue, eh ben, il va peut-être pas forcément la prendre et aller la brancher sur son poste de travail. Il aura été sensibilisé. On a aussi affaire aux outils technologiques. Donc là, quand on va parler d'outils technologiques, ça va être tous les outils qu'on va essayer de mettre en place pour être en capacité de réduire l'attaque lorsqu'elle va arriver. Et bien sûr, des processus pour pouvoir organiser tout ça et mettre tout ça en musique pour que tout ça puisse fonctionner. Donc, l'idée ici qu'on vous propose, c'est de mettre en place un cadre de cybersécurité petit à petit. D'accord? Donc, pas à pas, en essayant d'améliorer d'année en année votre niveau de maturité cyber pour, en fait, essayer d'atteindre, alors peut-être pas le niveau parfait, puisqu'en fait le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas pour atteindre un niveau de protection qui soit suffisant pour vous garantir qu'en cas d'attaque, vous soyez à minima protégé contre, on va dire, 80% des attaques qui pourraient arriver. Donc en fait, qu'est-ce que les organisations doivent faire? En fait, elles doivent procéder à une évaluation des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire commencer à se dire, OK, qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Si je dois simplifier, schématiser la question. Et en gros, qu'est-ce que j'ai de plus précieux chez moi à protéger pour que tout ça puisse me permettre de poursuivre mon activité si jamais je me fais attaquer? Ensuite, il faut vérifier en fait, heu, faire vérifier par des tiers que les décisions, tout ce qui est mis en place, le soit dans, on va dire, à l'état de l'art, que ça soit fait de bonne manière. Typiquement, je disais tout à l'heure, vous faites des sauvegardes, mais si vos sauvegardes, vous les faites sur un disque dur qui reste branché sur le serveur tout le temps, c'est bien d'avoir les sauvegardes, mais derrière, si voilà, le serveur se fait attaquer, les sauvegardes seront chiffrées aussi. Et puis aussi, faut veiller, à ce que, en fait, heu, les personnes avec qui vous travaillez, ou vous êtes amené à travailler, aient aussi un minimum en matière de cyber. C'est-à-dire que la confiance, absolue en les tiers, non. Il vaut mieux quand même s'assurer qu'ils aient un minimum, qu'ils soient un minimum protégés, pour comme ça établir une relation de confiance, eh ben, avec ces tiers avec lesquels vous travaillez pour avoir un minimum de sécurité. On t'entend Effectivement, pas? oui, je voulais ajouter, pardon, je voulais ajouter justement pourquoi on rajoute sur cette page-là le message sur le contrôle des relations avec des tiers, parce que très souvent on entend j'ai les infogérances ou les sociétés d'infogérance qui s'occupent de mon IT. J'ai les sociétés qui font mes sites web ou je suis dans le cloud serverless. Je fais en sorte que mon métier, c'est produire, admettons, les conserves bio et je fais le reste et je délègue le reste d'activités aux sociétés qui sont spécialistes dont leur métier est faire ces actions.
En l'occurrence, le chef d'entreprise, c'est toujours lui qui est responsable et cette délégation d'activité ne veut pas dire délégation, on va dire transfert du risque. Le risque, il est toujours porté par le chef d'entreprise et quand on lui explique que quoi qu'il se passe dans le cloud et même si tes collaborateurs ne changent pas les mots de passe sur les outils qui sont utilisés dans le cloud, jamais tu vas avoir que tes yeux à pleurer. À aucun moment, la solution cloud que tu utilises va pas te rembourser tes pertes. Donc, on voit souvent cette naïveté, mais qui est assez humain parce que, compte tenu que c'est complexe, que ça demande de l'énergie, de se pencher et poser ces questions, donc ils préfèrent être dans le déni par moment. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, il y a quand même les régulateurs et les lois qui sont promulguées pour justement améliorer cette gestion des tiers et faire en sorte que la plupart des attaques de l'année 2024, c'est 80% des attaques viennent par le tiers, soient davantage maîtrisées. Donc le message ici, ne pensez pas que si vous avez transféré l'ensemble de vos activités et que la cybersécurité finalement, elle est quelque part dans le cloud, qu'il n'y a pas d'action de chez vous pour que toujours facteur humain processus, peut-être moins dans ce cas outil technologique, doit activer. Et ce qui est très important aussi, que le ROM n'était pas construit en un seul jour, donc important de commencer et c'est pas que le projet cybersécurité va à jour et va à évolution. Et ça, on le sait aussi par notre propre expérience. Nous avons accompagné les sociétés avec l'aide de la BPI France depuis 2023. Nous continuons de garder le lien avec ces sociétés. Donc, ils mettent en place les mesures que nous avons identifiées et on voit à quel point ils grandissent en fait. Il devient plus fort, plus compétent et parfois même à nous, il raconte les anecdotes que nous, on ne pouvait pas connaître. Donc, ça devient une relation donnant-donnant qui nous plaît beaucoup. Donc, il est possible avec les actions peu coûteuses, mais bien réfléchies, à lancer le projet cybersécurité, toujours dire qu'on pense, on se pose de bonnes questions. Merci Hervé. Mhm. Et donc, Ah oui, et là, là, sur ce vas-y, slide-là, vas-y. je vais te laisser en parler. Non, Pourquoi vas-y. on se dit que c'est important de parler de cyber-résilience? Parce que globalement, nos actions, nos activités au quotidien, il n'est pas pour vous vendre la cybersécurité. Évidemment, c'est notre, à vous, on va dire, à d'autres, aux entreprises auprès desquelles on commercialise nos activités. Globalement, ce qu'on cherche par nos actions à rendre vos business résilients. Et compte tenu de ce changement de paradigme et de transfert de nos actifs dans le cyberspace, finalement, une société résiliente, la société résiliente, la cyber résiliente, je veux dire, ça démontre la capacité d'une organisation à maintenir son activité et à se préparer aux cybermenaces et à pouvoir anticiper, résister, reprendre et évoluer sans céder à la panique et ne pas finalement perdre le business in fine. Notre mission, par-dessus de tout, faire en sorte qu'il y a plus de sociétés qui sont capables à agir et garantir que leur business, quoi qu'il arrive, va continuer d'exister. Merci Hervé. Ok. Donc, du coup, ben, je vais passer à la suivante. Euh, donc, ce qu'on va vous proposer ici, c'est ben, comment faire, en fait. Ben, déjà, l'idée sera d'évaluer vos systèmes pour être en capacité de les renforcer. Donc, l'idée, dans un premier temps, sera de se demander, mais où vous en êtes en matière de cyber? Où vous en êtes pour pouvoir y répondre? Et bien, en fait, déjà, il faudrait commencer à mettre en place du pilotage par leur risque. Il y a aussi la capacité de réaliser des diags cybersécurité, notamment avec l'ANSSI ou la BPI ou avec d'autres. Et ensuite, le diagnostic que vous aurez va vous permettre d'identifier, comme vient de le dire Tatiana, ben, les différentes vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé, typiquement de point de vue technique, organisationnel ou humain. C'est ce que vous voyez ici avec la grille d'analyse qui permet derrière d'obtenir ben, un radar qui vous donne votre positionnement. Et derrière, l'idée sera ben, d'être en capacité de comprendre tout ça et de réagir. Donc le diagnostic, là, qui va être réalisé, il va être fait suivant
Ce qu'on va appeler le socle ou les piliers de la cybersécurité, qui sont DICP, donc pour disponibilité, intégrité, confidentialité et preuve ou traçabilité. Les diagnostics, en fait, ils vont vous permettre de mettre en évidence des points de vigilance ou des points d'urgence à traiter rapidement, puisque typiquement, vous auriez des failles ouvertes sur votre système d'information, d'avoir une vue globale et un état des lieux de votre santé cyber, et aussi vous proposer des mesures et un plan d'action pour pouvoir réduire en fait, l'impact que pourrait avoir une attaque si jamais elle surviendrait. Vous avez aussi un score, là, comme le Nutri-Score, là, que vous voyez, qui peut vous être attribué en fonction de l'état dans lequel on pourrait évaluer votre système d'information. Donc, si on devait résumer un peu tout ce qu'on a dit, en fait, si on doit mettre en place une politique ou de la cybersécurité d'une manière générale au sein de l'entreprise, et qu'on veuille que cela tienne sur le long terme, en fait, il ne va pas falloir être dans un état d'esprit roulette russe. C'est-à-dire qu'on ne va pas croiser les doigts en se disant ah, j'espère que rien ne va m'arriver. Euh, on va essayer en fait de se dire quels sont les risques. On va essayer de les identifier et se dire quels sont les risques. On va anticiper les scénarios critiques et pas se dire je vais agir après, voilà, tant que rien ne m'arrive, je continue. Voilà, c'est un peu la pensée un peu latine, on va dire, de se dire tant que rien ne nous arrive, on continue. Mais là c'est être plutôt proactif. On va pas non plus se dire je vais essayer de mettre des petites rustines un peu partout en fonction de ce qui pourrait arriver. Non, on va essayer d'avoir une vision déjà de plus haut niveau et essayer de se dire qu'est-ce qui est stratégique chez moi. Et donc, si je suis capable d'identifier ce qui est stratégique, je suis capable de mettre en place les outils, les process ou de mettre ce qu'il faut pour protéger ce qui est stratégique. Et on va surtout pas se dire que j'ai mis des équipements en place, donc que la technologie me protège, les outils sont parfaits et que avec les outils en place, je ne risque rien. Ben non, il faut avoir une vision un peu plus holistique et là se dire que les outils, en fait, pour vous dire, ils ne concernent, si on se réfère à des chiffres qui existent dans le domaine de la cyber, il faut se dire que les attaques sur les outils ne concernent qu'environ, allez, 30 à 35% des attaques qui sont menées aujourd'hui. Par contre, les attaques touchant les collaborateurs, là, on est sur 65 à 70%. Donc en gros, on se rend bien compte qu'il faut sensibiliser les collaborateurs. Il faut qu'on les forme, il faut qu'on mette en place des sessions de sensibilisation voilà, pour leur répéter, leur expliquer. Puisqu'en fait, ce n'est pas forcément leur métier, la cyber. Mais en tout cas, qu'ils comprennent ce risque et surtout documenter tout ça avec un corpus documentaire qui va bien. Donc, en résumé, ce qu'on peut dire ici, c'est que la cybersécurité, ce n'est pas jouer à la roulette russe. D'accord. Par contre, c'est une manière, on va dire, de penser ou d'aborder la problématique en se disant qu'il faudrait l'intégrer dans la stratégie de l'entreprise et de se dire que, en gros, le risque, ça n'arrive pas, enfin, le risque cyber, les failles ou tout ce qui pourrait advenir au sein des entreprises, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut vous arriver à vous aussi. Et pour ça, en fait, nous sommes là, Opéra Cyber. Et donc, ce qu'on dit ici, c'est qu'il est essentiel de faire appel à des prestataires qualifiés. Donc, on vous a mis un peu ici sur la partie gauche du slide les différents labels qui existent ou programmes qui peuvent aider à se
se sécuriser d'une certaine manière, dans le sens où si vous avez une entreprise qui est expert cyber, qui est expert auprès de la BPI ou d'autres, ou même cybermalveillance.gouv.fr. En fait, vous voyez, vous avez des labels comme ça qui permettent de qualifier des entreprises et de se dire qu'aujourd'hui, les entreprises bah, seront en capacité de vous apporter un conseil ou de vous aider à mettre en place ce qu'il faut sans se faire avoir par des charlatans, parce que malheureusement, il en existe aujourd'hui sur le marché. Donc, nous avons mis nos mails et nos numéros de téléphone ici. Voilà, et on est là pour vous aider et pour vous faire grandir et éviter de vous prendre la balle qui serait restée dans le baril. Si jamais vous avez au sein de vos entreprises le rôle à conseiller les dirigeants, sachez qu'il existe les subventions, que le coût, bien sûr, et l'investissement, il est toujours là maintenant. C'est devenu une évidence. Si on transforme l'activité et qu'ils deviennent digitales, donc il est important de les protéger. Donc ça veut dire qu'il y a investissement pour les sécuriser, ces activités. Mais en contrario, il existe des organismes tels que la BPI qui proposent des subventions et qui peuvent aider au moins en première étape, voire bientôt la phase B, accompagnement aussi qui sera lancée, à diviser la facture et donc aider aux chefs des entreprises telles que PME à aborder la cybersécurité avec plus de bananes. Donc voilà. Bon, ben, merci à vous, bonne journée, écrivez-nous si vous avez des questions et à bientôt.